Petit par la taille, mais gros par le talent. Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon June. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà dû me l'entendre dire une bonne dizaine de fois, mais la culpabilité est l'émotion que je fuis le plus en tant que lectrice. Par contre, quand je retrouve ce thème dans mes lectures, alors là j'adore. Je me sens coupable. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 3 grands classiques qui abordent, entre autres, le thème de la culpabilité et qui peuvent chacun se dévorer en 1 à 4 heures. Comme ça, les gros timides des pavés classiques, ils trouveront peut-être des idées pour se lancer. On commencera par se plonger dans les tourments d'un homme vaniteux, pour passer ensuite à une expérience scientifique qui a marqué l'imaginaire collectif, et on finira avec une journée où tout bascule. Tu viens ? Imaginez que vous êtes à Amsterdam et que vous rencontrez un homme qui s'est fixé pour règle de ne jamais traverser un pont. C'est un petit peu coton parce que la ville compte quand même 165 canaux. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un simple huluberlu. J'aime bien ce mot, huluberlu. Huluberlu. Ou d'un homme avec un toc, mais est-ce que vous imagineriez qu'il ferait ça par culpabilité? Maintenant que j'ai fait ma petite introduction intrigante façon Pierre Bellemare, je vais vous présenter le premier livre qui est aussi celui que j'ai préféré parmi les 3 dont je vais vous parler aujourd'hui, et il s'agit de La Chute d'Albert Camus, paru pour la première fois en 1956. L'histoire débute à Amsterdam en 1954, nous sommes dans un café où un homme nommé Jean-Baptiste Clamence va en interpeller un autre pour lui raconter son histoire sous la forme d'une confession très spéciale. De tout le livre, on n'entendra jamais les paroles de son interlocuteur, ce qui fait qu'on est face à un monologue qui va s'étaler sur plusieurs jours où les 2 hommes vont se rencontrer. Jean-Baptiste Clamence, c'est un avocat d'une vanité absolument sidérante. Il a passé la majeure partie de sa vie à défendre la veuve et l'orphelin et à se rendre aimable et serviable aux yeux de tous, mais toutes ses bonnes actions sont seulement motivées par un profond narcissisme. Oh oui, je m'aime. Il se gargarise de l'estime et de la reconnaissance qu'on lui porte car cela lui donne l'impression d'être comme un dieu miséricordieux qui dispense sa générosité sans compter. Pour vous donner un exemple, à un moment du livre, il raconte qu'il adore aider les aveugles à traverser la rue et que lorsqu'il l'a fait, il les salue toujours en soulevant son chapeau, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas le voir et que donc s'il le fait, c'est pour le public. À ce stade de l'enquête, on en arrive tous à la même conclusion. Jean-Baptiste Clamence est un connard. Jean-Baptiste Clamence est un orgueilleux qui se réjouit du malheur des autres, dans la mesure où ça lui permet de se faire valoir. Pendant des années, il va donc vivre dans le contentement total de sa petite personne, jusqu'à ce qu'un incident se produise. Un soir, alors qu'il traversait un pont, il entend les plaintes d'une femme et le bruit de quelqu'un qui tombe à l'eau. Et à votre avis, que va faire notre grand homme si charitable qui se vante d'aider les gens dans le besoin? Il va continuer à marcher sans se retourner pour rentrer chez lui. Ouais. Supposez après tout que quelqu'un se jette à l'eau. De 2 choses l'une. Ou vous l'y suivez pour le repêcher, et dans la saison froide vous risquez le pire, ou vous l'y abandonnez, et les plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. À partir de cet événement, la vie de Jean-Baptiste Clamence va changer. Il va prendre la pleine mesure de sa duplicité et par la même occasion commencer à réaliser qu'il n'est pas aimé de tous. Le monologue du personnage, à ce moment-là, il devient plus tourmenté et on voit qu'il est habité par la culpabilité, mais ce qui est terrible, c'est la manière dont il choisit de vivre avec. Il a beau avoir été marqué par cet événement, ça n'a absolument pas entamé sa vanité, et on comprend alors que ce qu'il fait durant ce monologue, c'est qu'il dresse un portrait de lui-même apparemment sans concession, pour mieux se donner le droit de juger les autres. Il détruit son image de gentil avocat au grand cœur, mais surtout pour qu'on ne le fasse pas à sa place, et il en profite au passage pour accuser tout le genre humain d'être coupable avec lui. Finalement, on est un petit peu sur le principe du « ouais, je suis dur avec les autres, mais je suis aussi dur envers moi-même, donc ça va ». Non, pas d'accord. En gros, Clamence se voit tellement au centre du monde qu'il préfère condamner tous les autres avec lui plutôt que d'être seul dans sa faute. Alors c'est un gros résumé que je vous ai fait là, mais c'est volontaire parce que je pense sincèrement que la lecture de ce roman est une expérience à vivre, tant pour la méthode narrative employée que pour les réflexions qu'il propose. Déjà, on est coincé dans un point de vue unique qui est celui du personnage, et autant il nous apparaît détestable, autant il use d'arguments de manière intelligente et on a parfois la désagréable sensation qu'il nous tend un miroir pas spécialement reluisant de nous-mêmes et de l'humanité en général. Dans ce livre, Camus, il va poser le thème des contradictions humaines, mais aussi de la quête de sens, de vérité et de morale chez l'homme qui se confronte à un monde qui est neutre en lui-même. Alors oui, c'est dur parce qu'on nous dépeint une société moderne, individualiste, où les hommes sont avides d'autosatisfaction, mais c'est aussi un grand livre admirablement bien écrit et qui donne à réfléchir. Si vous ne l'avez pas lu, qu'il vous fait envie, mais peut-être aussi un petit peu peur, vraiment allez-y, foncez sans crainte, c'est parfaitement accessible et compréhensible, et il y a de grandes chances que cette lecture vous laisse une forte impression. Si je vous demande de me décrire Frankenstein, je pense que certains d'entre vous s'appuieront sur ça, et c'est ce que j'aurais fait aussi il y a pas si longtemps, sauf que, non.
Frankenstein, ce n'est pas le fameux monstre que le cinéma a fait passer à la postérité, mais son créateur, et l'idée qu'on se fait souvent de cette histoire n'a pas grand chose à voir avec l'œuvre d'origine. Frankenstein ou le Prométhée moderne a été écrit en 1816 dans des conditions bien particulières par Mary Shelley, qui était une femme de lettres anglaise. En mai 1816, elle passe des vacances avec son mari et quelques amis, parmi lesquels il y avait le célèbre Lord Byron, qui leur a alors lancé un petit défi qui consistait à écrire une histoire de fantôme pendant l'été. Pour la petite anecdote, c'est dans ce cadre que Lord Byron a écrit avec l'un de ses amis un court récit intitulé Le Vampire, qui a lancé le thème du vampirisme dans la littérature et a inspiré le fameux Dracula. C'est toujours bon à savoir. Mary Shelley a donc créé son fameux Frankenstein à cette occasion, en s'inspirant d'un cauchemar qu'elle avait fait. Au début du livre, nous avons affaire à Robert Walton, qui est un homme qui explore le pôle Nord et qui écrit des lettres à sa sœur dans lesquelles il lui partage la progression de son expédition, mais aussi ses pensées. Un jour, Walton pêche sur la banquise un jeune homme à moitié mort et l'embarque sur son bateau pour le soigner. On se demande qui c'est. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ami Frankenstein, parce que oui, c'est lui, n'est pas du tout dans son assiette. Il confiera alors son histoire à Walton, qui prendra des notes. Le gars pas con, il a flairé la bonne histoire. Le livre va donc être une succession de récits qui vont s'enchasser les uns dans les autres. On a d'abord celui de l'explorateur Robert Walton, dans lequel va s'insérer celui de Frankenstein, qui comporte en lui-même celui du fameux monstre. En gros, c'est un système narratif qui fonctionne un peu comme les poupées russes. Dans son récit, Victor Frankenstein va d'abord raconter son obsession dès le plus jeune âge pour l'alchimie et sa volonté de créer la vie par la science. Il va également s'attarder longuement tout au long du livre sur les relations qu'il entretient avec sa famille, notamment avec son père qu'il aime tendrement, ou encore sa cousine par adoption qu'il compte épouser. Après des mois de recherche acharnée alors qu'il est encore étudiant, Frankenstein parviendra finalement à son but en insufflant la vie à une créature qu'il a conçue en assemblant des morceaux de cadavres. Ouais, je sais, Immédiatement, il va être révulsé par la monstruosité physique de sa création et pris de remords, il va prendre la fuite et l'abandonner jusqu'à ce que le monstre finisse par le retrouver pour assouvir sa vengeance. Dès sa parution, Frankenstein a été catalogué comme un roman gothique qui était un genre qui avait plutôt mauvaise réputation à l'époque car on lui reprochait de ne pas être sérieux et de mauvais goût. Pourtant, le livre a immédiatement connu un franc succès auprès des critiques. Contrairement à ce qu'on trouvait dans les romans gothiques, Mary Shelley, elle ne nous parle pas d'événements surnaturels mais d'une expérience scientifique tangible. On n'est plus dans le merveilleux mais dans le rationnel, plus dans la terreur mais dans l'horreur, avec une portée philosophique en prime. Bref, Frankenstein est moins un ouvrage gothique qu'une œuvre hybride qui est aujourd'hui considérée comme précurseur de la science-fiction. Pour ma part, cette lecture a été aussi géniale que bouleversante parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Dans ce livre, on est bien loin de la célèbre image du savant fou qui crie à la victoire dans son laboratoire. Non, Frankenstein, c'est une âme tourmentée qui ne se pardonne pas d'avoir donné la vie à une créature monstrueuse qui le dégoûte au plus haut point. J'ai trouvé le rejet de ce personnage pour sa création quasiment insoutenable parce que, après avoir joué au dieu, il condamne le fruit de ses expériences à une vie de douleur et de solitude. Ce qui a aussi été un véritable crève-cœur pour moi dans ce livre, c'est que la misérable créature que Frankenstein a créée, elle est peut-être repoussante, mais elle n'a rien d'inhumain, bien au contraire. Il s'agit d'un être doté d'intelligence, de raison et de sentiments, et qui n'aspire au départ, j'ai bien dit au départ, qu'à la paix et au bonheur, mais qui devra composer avec le fait qu'il n'inspire que de la terreur et du dégoût aux autres. Finalement, ce qui m'a fait peur dans ce livre, ce n'est pas tant le monstre en lui-même, que ce qui finira par le faire devenir monstrueux à tout point de vue. L'histoire tout entière est marquée par la culpabilité. D'abord, on a celle du créateur, qui réalise qu'il a péché par orgueil et qu'il est allé trop loin, mais on a aussi ensuite celle de la créature qui, aveuglée par la vengeance, va commettre des atrocités et ressentir la morsure du remords. C'est une œuvre puissante et émouvante qui m'a inspiré autant d'effroi que de pitié, et vraiment je l'ai adorée. Mon passage préféré dans ce livre, ça a été sans aucun doute celui où le monstre va raconter à son créateur le début de sa vie et sa quête désespérée de compagnie. Dans ces lignes, on voit un être qui s'est éveillé au savoir mais aussi à l'identification de ses propres sentiments dans la plus complète solitude, et c'est bouleversant. Bref, Frankenstein est un grand livre et j'ai trouvé sa lecture aussi intéressante en elle-même que pour les résonances qu'elle a eues par la suite dans la littérature, au cinéma ou encore dans les jeux vidéo. Parce que oui, le jeu vidéo est un art. Est-ce que vous avez connu dans votre vie une journée qui a bouleversé votre existence et jusqu'à l'image que vous vous faisiez de vous-même? N'hésitez pas en commentaire. Ce thème, c'est celui du dernier livre dont je vais vous parler, qui est aussi l'un des plus célèbres de Stefan Zweig, et il s'agit du sublime 24 heures de la vie d'une femme. Cette nouvelle, elle est parue en 1929, à une époque où Stefan Zweig était déjà connu pour ses écrits, et où il côtoyait aussi Sigmund Freud. Et ça va se sentir dans l'histoire.
Le récit débute dans une pension où plusieurs personnes de la bonne société se côtoient et dont le quotidien va être ébranlé à l'annonce d'une nouvelle fracassante. L'une des pensionnaires, qui était une femme mariée, va soudainement plaquer enfants et époux pour s'échapper avec un jeune officier français qui était de passage. Et là, forcément, quelque chose d'extrêmement prévisible va se produire. Ça commence à potiner sec pendant les repas. La femme en question est l'objet de toutes les conversations et forcément elle en prend pour son grade car on estime que ce qu'elle a fait, ce n'est pas se respecter. Le narrateur de l'histoire, qui est aussi un pensionnaire de l'établissement, va alors prendre la défense de la fugitive en expliquant que même les femmes les plus respectables, comme tous les êtres humains, ne sont pas infaillibles et commettent des erreurs. Mais ça va pas faire l'unanimité. Suite à cette intervention, une pensionnaire âgée va alors petit à petit se rapprocher du narrateur et finalement l'inviter un soir à la rejoindre dans sa chambre pour qu'elle lui fasse le récit d'une journée de sa vie, intervenue des années auparavant, et durant laquelle son existence a basculé. 24 heures de la vie d'une femme, c'est un récit placé sous le signe de la passion, mais d'une passion tout aussi destructrice et culpabilisante que belle et romanesque. La journée qu'a eue cette femme qui se confie au narrateur, c'est une journée qui ne peut pas être considérée comme une parenthèse, tout simplement parce qu'elle a eu un impact bien trop important sur la psychologie du personnage. À travers une rencontre hasardeuse avec un jeune homme, elle va se découvrir sous un jour nouveau qui va aussi bien l'effrayer que l'enivrer. Cette nouvelle, elle a rencontré un grand succès, notamment car Zweig y dépeint la complexité d'une femme qui va se sentir tour à tour mère et amante d'un même homme. Voilà, c'était là que les travaux de tonton Freud n'y étaient pas pour rien. À l'époque, c'était encore relativement rare qu'on traite un personnage féminin de cette manière, d'autant plus quand on prenait le parti de le comprendre et non pas de le juger. Petite pensée pour Madame Bovary qui a quand même pris bien cher avec Flaubert. L'intrigue en elle-même, elle est captivante, puissante, émouvante, mais en même temps terrible. Ce livre, c'est la 3e fois que je le relis et à chaque fois, j'en ressors bouleversée d'une façon différente. Cette fois-ci, quand j'ai refermé le livre, j'ai trouvé que c'était une invitation à pardonner et à se pardonner, mais aussi à se détacher d'une morale collective pour se découvrir et vivre. L'héroïne de cette nouvelle, elle va à l'encontre des règles que lui impose sa condition et c'est un déchirement parce que autant elle se sent vivante alors qu'elle était auparavant dans un état dépressif, autant elle n'arrive pas à se pardonner. Mais cette histoire, elle est aussi magnifiquement portée par la plume de l'auteur. Stefan Zweig, il a une écriture assez concise mais d'une beauté absolument remarquable parce qu'il arrive à condenser en quelques mots toute la puissance d'une situation ou d'une émotion qu'on pourrait passer des journées à essayer de décrire. Chaque mot est à sa place, chaque phrase tombe comme une évidence sublime et vraiment, si vous n'avez jamais rien lu de cet auteur, je vous recommande vivement de le découvrir, ne serait-ce que pour vous frotter à son écriture qui est unique. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour ma part, ça a été 3 lectures aussi belles qu'intéressantes et j'ai surtout aimé relire 24 heures de la vie d'une femme ou encore La chute de Camus parce que je me suis rendu compte que je les avais réceptionnées de manière très différente de la première fois où je les avais lues quand j'étais plus jeune. Bah du coup, dites-moi en commentaire quelle a été votre dernière relecture et si elle a été plutôt bonne ou décevante pour vous. Et puis au passage, comme d'habitude, j'ai très envie de savoir lequel de ces livres vous tente le plus, donc allez-y. Honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir posté cette vidéo, la culpabilité c'est un thème que j'aime énormément, n'hésitez pas à me partager d'autres ouvrages que vous connaissez sur ce thème d'ailleurs. Bref, en attendant de vous retrouver dans ma prochaine vidéo, je vous laisse comme d'habitude, je l'espère, entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse sans remords ni regrets. Mouah.